Et salut à vous, on se retrouve pour cet épisode 2 de SaaSlab. On a enfin un nom, c'est merveilleux. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Mehdi. Mehdi, tu as 16 ans, tu vis à Casablanca au Maroc, tu parles anglais et français, tu as 2000 abonnés sur X, 2000 abonnés sur LinkedIn, tu as lancé Wake Up CTA, Feedback Loop, TagView aussi, mais je crois qu'il est plus d'actualité. Bref, t'es un crack et aujourd'hui je vais avoir l'honneur de te poser des questions et j'espère que ça va inspirer pas mal de monde parce que t'as un profil franchement atypique mais surtout je pense très inspirant. Donc voilà ce que j'ai dit, toutes les bonnes infos déjà. Je pense que c'est complet, moi je suis prêt. Super. Bah alors déjà intéressant, t'as 16 ans, je pense que c'est aussi pour ça que tu t'es fait connaître sur les réseaux etc. Enfin pas que ça parce que t'as lancé pas mal de projets très intéressants mais comment ça se fait que tu t'es lancé aussi jeune dans le développement web, mais pas que, aussi dans l'entrepreneuriat, parce que tu lances en fait des SaaS, t'es un solopreneur à part entière. Alors, les origines c'était simple. J'ai commencé dans ma petite chambre en essayant de pirater des téléphones mobiles. Ça veut pas du tout fonctionner. Donc, je passais mon temps à rechercher des tutoriels sur YouTube. Je trouvais rien. Euh, Par la suite, je suis passé vers. J'ai commencé à apprendre la programmation. Je me rappelle plus vraiment comment j'ai abordé ce sujet, mais je commençais à apprendre ça. Donc, petit à petit. Et Vers quel ouais, âge? ouais, vers 13 ans. 13 ans, 13, ouais, fin de mes 13 ans. Bah, euh, je pense que par la suite, j'ai eu un petit burn-out, donc j'ai arrêté complètement d'apprendre la programmation, j'ai arrêté de coder. C'est que j'arrive pas à comprendre le truc. Donc, je pense que tous les développeurs, ils ont un moment de déclic où est-ce que tu te rends compte que tout fonctionne et que tout peut fonctionner, et tout peut être appris. Mais ouais, pendant cette année-là, je faisais du HTML, CSS, je faisais du Python, mais je pouvais pas faire tout seul parce que je pouvais pas faire ça tout seul parce que j'étais j'étais dépendant de tutoriels YouTube. Donc, ouais, je voyais que ça fonctionnait pas. Donc, j'ai tout lâché pendant quelques mois, je pense. Mhm. Et ensuite, je me rappelle plus encore comment j'ai repris le truc. Mais petit à petit, j'ai commencé à reprendre le truc et j'ai commencé à coder des petits projets. Donc, le tout premier projet que j'ai essayé de créer, c'était OneBook. C'était une plateforme qui était inspirée de ULPS de ARIJMG. Je sais pas si tu connais, mais Non, je il est connais sur pas. YouTube. Mhm. C'est une plateforme qui résume les livres. Donc, Mhm. tu recordes le résumé de ton livre préféré, tu le mets. Tout était prêt. Je pouvais la lancer sur le champ. Mais je me suis rendu compte que ouais, j'avais un problème avec l'hébergeur, donc Vercel. Je Mhm. pouvais pas ajouter des images et tout. Donc, ouais, j'ai tout lâché. Euh, ouais, après il y avait l'arrivée de ChatGPT, je pense. De ChatGPT et l'arrivée des Mhm. API d'OpenAI. Du coup, j'ai pris ça, j'ai créé un petit générateur de texte Mhm. que j'ai filé à toute mon école. Enfin, ça avait fait le tour de ma classe, de quelques classes. T'étais Euh, en quelle classe là à peu près? je pense que j'étais en deuxième année collège, ou en troisième année D'accord, ok. collège. Ok, ouais, très très jeune Euh, encore. et en fait, le problème, c'est que avec les API de OpenAI, il y avait le timeout qui n'était pas suffisant sur Vercel. Oui, alors Et pour expliquer du coup, Vercel c'est une plateforme d'hébergement, parce qu'il n'y a pas que des ouais, techs qui vont regarder, qui permet ouais, donc d'héberger nos applications web. Et c'est du cloud, c'est-à-dire que grosso modo, il y a une structure qui s'occupe un peu de tout pour nous. Et du ouais, coup, ce qui est bien, c'est que c'est plus facile, mais ce qui est moins bien, c'est qu'on ne peut pas tout paramétrer. Et exactement. Vercel a des limites. Et les fonctions qui sont utilisées dans ce cloud-là ont une limite de temps à partir de laquelle elles s'éteignent. Et donc pour Ouais, les AI, pour les intelligences artificielles qui prennent beaucoup de temps à répondre, ça peut être problématique parce que des fois, la fonction va s'éteindre alors que la ouais, réponse n'avait pas encore été exactement. envoyée. Du coup, j'avais ce problème-là. Du coup, j'ai pris un essai gratuit de Vercel et j'ai remarqué qu'après l'essai gratuit, il résignait toujours pas mon plan. Du coup, j'ai continué comme ça pendant quelques mois et ensuite, j'ai fait une erreur de changer un petit truc dans mon code et de faire une mise à jour. Après, Vercel s'est rendu compte que mon plan était toujours actif alors que je ne payais pas. Du coup, c'est bon, je pouvais plus. Enfin, l'app existait toujours, mais personne ne pouvait l'utiliser parce que c'était pas le temps, il n'était pas suffisant. Hmm. Euh, ouais, du coup, en fait, j'ai fait une autre erreur, c'est que j'ai supprimé le code. J'ai supprimé le code de mes deux premiers projets. Je En sais pas, local, tu veux dire en local, tu as partout, supprimé le partout, fichier et partout. aussi sur GitHub. Ouais, ouais. Aïe aïe aïe. Je sais pas pourquoi, mais j'avais un tic. J'arrivais pas à laisser mon GitHub rempli. Je me sentais désorganisé un peu, donc D'accord, ouais, ok. j'ai effacé tout. Ouais, donc après ça, ça s'est un peu arrêté, mais j'ai une autre idée. C'était Centuries. Donc c'est un social media manager
C'est un outil de gestion de réseaux sociaux. Mhm. Euh, j'ai- En fait, il y avait l'API d'OpenAI, donc je pouvais toujours l'utiliser. Ok. Et je me suis dit qu'à la fin, je vais payer vers celle si j'ai des paiements. Mhm. Du coup, je crée le truc, l'authentification, etc. C'était avec Django, donc en Python, pour les Ok, techs. ouais. Donc parce que Euh, actuellement tu développes plutôt avec React Next.js, ouais, j'ai totalement lâché c'est ça. Et Python. donc à ce Donc, moment-là, c'était il y a combien de temps? c'était à mes 14 ans, je pense. 14, 15, Ok, donc ça fait entre. un petit moment quand même, tu étais en Django avec l'API de... Bah, pareil, Django aussi, je comprenais pas trop un peu comment ça fonctionnait. Du coup, j'avais les tutoriels YouTube de côté. Mhm. Et j'ai créé l'authentification et tout, mais je passais trop de temps sur les détails. Par exemple, la landing page, j'ai passé trop de temps sur ça. C'était pas, c'était pas essentiel. Ensuite, quand je suis passé vers la création du projet, bah, j'ai fait la partie IA, donc ça pouvait générer des posts LinkedIn, etc. Ça fonctionnait, tout fonctionnait correctement, j'avais un bon prompt. Quand je passais à l'étape où il fallait autoriser l'utilisateur à connecter son compte LinkedIn et poster à travers l'app, là j'ai galéré totalement. Hmm. Euh, donc j'avais toujours pas la notion d'API, donc de requêtes HTTP et tout. J'avais une petite notion, mais c'était pas clair. J'avais pas la capacité de customiser ça et de le faire comme je voulais. Si je trouvais pas ça sur YouTube, je pouvais pas l'appliquer. Alors du coup, t'as fait déjà pas mal de projets. Là, ça, t'as Ouais, commencé donc vers 13 ans. Là, on est à peu près vers l'an dernier, quoi, 14-15 ans. ouais. T'as lancé pas mal de projets. Et bah, comment en fait t'as appris ces langages de programmation? Parce que bah, je pense tout seul, avec YouTube, avec des Ouais. formations. Non, j'ai pas acheté de formation, principalement sur YouTube. Sur YouTube Ok. ou d'autres. J'ai regardé le CS50 d'Harvard, Mhm. donc qui est disponible publiquement aussi. Mhm. Mais ouais, c'était du Python à l'époque. Du Python, HTML, CSS. JavaScript, j'y connaissais rien. Et, Euh, euh, J'y arrivais pas. et ça, c'est un de tes points forts, c'est que tu as réussi à apprendre tout seul. Aujourd'hui, tu as une grosse commu, tu arrives à faire des produits qui génèrent de l'argent, etc., alors que tu es très jeune. Si toi, tu avais des conseils justement à donner pour bah, les gens comme toi qui ont envie d'apprendre et lancer leurs projets, c'est quoi les ressources qui sont les plus rentables, les plus rapides à avoir et qui te permettent vraiment d'apprendre hyper vite? Bah, je pense qu'il y a tout sur YouTube. YouTube, c'est complet. Il y a YouTube et un autre conseil, c'est de rejoindre des communautés le plus tôt possible. Hmm. Dès que tu commences, tu rejoins des communautés. Le maximum de serveurs Discord que tu peux essayer d'être actif partout. Parce que si tu aides les autres, bah, les autres aussi vont t'aider. Et je pense pas que ça manque les communautés, donc il y en a pas mal. Ouais, donc le projet là, Centuries, je l'ai abandonné. Je l'ai abandonné pourquoi? Parce il y a pour l'instant mon cofondateur qui est venu vers moi il y a longtemps. Il m'a dit, écoute, j'ai une petite idée, c'était Tagio. J'ai une petite idée, viens faire ça avec nous. Et il y avait un autre développeur qui était sur le projet, donc c'était la première fois que je collaborais avec un autre dev. J'y connaissais rien en React, ni React, ni JavaScript, donc j'ai dû apprendre tout ça sur le tas en un mois. Mhm. J'ai dû speedrun le tout. Et ouais, j'ai commencé. La stack c'était simple, c'était du React et du Supabase pour le back. Base qui est un cloud avec une base de données, Ouais, d'authentification, un peu tout, quoi, qui est un peu ouais, exactement. simplifié, qui est cool à Ouais, exactement. utiliser. Donc l'authentification c'était avec Supabase, la base de données pareil. Et le front-end, bah, c'était une extension Chrome. Donc tu fais ça soit en Vue, soit en React, soit en HTML, CSS, ça c'est une galère. Mhm. Mais ouais, on a, donc avant de lancer le produit, bah, on a pré-vendu le truc. Donc on a fait un lancement inverse. Ah, et du coup, le lendemain, j'étais en cours et je revenais entre midi et deux pour manger et je voyais les premiers paiements, donc j'étais vraiment content. Donc là, Euh, c'est le Ça, c'est le premier début. projet que tu Ouais, sors qui génère vraiment du cash. ouais, Et donc, c'est le premier projet que je sors qui sort en fait. Donc, oui, parce que là, tu as fait un projet, mais à chaque fois, c'était des projets qui avaient vraiment la volonté d'être commercialisés, ou c'était ouais, aussi vraiment un peu pour apprendre le code sans vraiment te dire, bon, je vais générer vraiment. Et donc, ce projet-là, vous faites d'abord une landing page, ouais. avant même que le projet soit fini. C'est bien On ça? connecte Stripe et tout et Ouais. on lance. Donc, Et donc ouais. justement, les utilisateurs, ils sortent d'où? Comment vous avez réussi à ramener des utilisateurs sur cette page? Tu avais déjà ton personal branding? Bah, c'est ça le truc, c'est que quand j'ai commencé quand j'ai commencé en fait, j'étais sur les réseaux sociaux directement, donc j'avais un compte Twitter, Hmm. LinkedIn, etc. Bon, j'étais pas vraiment actif sur ça, mais au bout d'un moment, j'ai commencé en fait dans la niche de la programmation. Donc des fois, je disais des conneries, par exemple sur React, je m'y connaissais pas en React, mais que je voyais un truc, je le postais et je recevais des critiques parce qu'ils me disaient que tu savais rien et tout. Je savais que je savais rien, mais bon.
Ouais, du coup, je commençais par ça. Donc, petit à petit, je suis monté aux 100 abonnés sur X ou Twitter. Et après, j'ai switch vers les SaaS. Donc, j'ai commencé à build in public. Mhm. Donc, je créais tout en public, je partageais des tweets chaque jour, etc. Alors ouais, Et pour ceux qui connaissent pas forcément ton contenu, donc toi tu es sur X et LinkedIn, ouais, et en fait tu partages vraiment tes aventures entrepreneuriales, que ce soit au niveau marketing ou même niveau code. Donc ceux qui veulent aller voir, vraiment tu partages des trucs quasiment tous les jours, je crois, bah merci. et tu essaies vraiment de partager tes connaissances au max, et c'est hyper intéressant, surtout pour ceux qui commencent, qui sont comme toi dans un peu dans la même période d'apprentissage, parce que comme tu es encore en train de te déchirer pour avancer, bah, les gens ils vont s'identifier à toi et tu vas pouvoir leur partager plein de connaissances. Exactement, exactement. Du coup, c'est la principale raison pour laquelle j'ai eu une petite communauté comme ça dès le début. Dès qu'on a fini la landing page, en fait, on était quatre, donc déjà on avait tous nos petites audiences sur le réseau. Audience, c'est un mot qui est énorme, mais bon. Mm. Euh, ouais, on a fait des posts, on a fait une série de posts avant histoire de tease un peu le truc, donc des petits teasers, etc. Ça fonctionnait, les gens aimaient. Et ouais, je pense que on avait 30 inscrits dans la waitlist. Ok. Ensuite, Alors, ouais, vous aviez, pour avoir un peu des chiffres et que les gens puissent voir un petit peu, donc vous avez créé plusieurs posts. Sur ouais. vos réseaux sociaux, tous additionnés, confondus, vous aviez combien d'abonnés en tout? Bah, il y en avait un qui en avait 800, moi j'en avais 300, Mhm. un autre qui en avait 400 aussi, et ouais, un autre aussi 400. Donc Ok, c'était aux, 1900. ouais, ouais, à ces alentours, Ok, donc aux alentours. 1900 abonnés, donc X et LinkedIn, donc c'était plus X je crois à l'époque que vous Ouais, étiez. ouais, Et vous créez TagView. Donc TagView, tu nous expliqueras un peu plus dans le détail ce ouais. que ça fait. Mais donc vous avez 30 personnes qui rentrent leur email, qui vous donnent l'email pour vous dire bah, moi je suis intéressé à un moment donné si l'outil sort. Quoi. Exactement. 30 personnes qui par la suite évolueront vers plus de 100 personnes. Donc, ouais, on n'avait pas, en fait, on n'avait pas checké vraiment la waitlist. Et on s'est rendu compte après qu'on est monté à 100. Et Hmm. ouais, après moi et l'autre dev qui avait une plus grosse audience que moi, donc il avait une audience qui était vraiment active. On a connecté Stripe et tout. Ouais, en fait, le problème de l'autre dev, c'est que lui, il avait jamais lancé de SaaS, donc il passait trop de temps sur les trucs comme le clean code, etc. Il voulait que tout soit parfait de niveau code. Ouais, on a connecté Stripe et tout, on avait une landing page avec un système de paiement, etc. On avait des plans, donc on a lancé. Et le premier jour, j'ai passé toute la journée à DM des personnes. J'ai passé le temps, tout mon temps à DM des personnes qui sûrement ne seraient pas intéressées parce que c'était pas mes profils idéaux. Ouais, je recevais que des réponses négatives. Et du coup, je suis allé dormir. Je me réveille le lendemain, Hmm. je pars en cours. Je reviens entre midi et deux, je vois les premiers paiements et là, je suis content. Donc, c'était le premier truc que j'arrivais à lancer et qui arrivait à survivre. Alors TagView du coup c'est alors tu vas nous parler un peu des fonctionnalités. Qu'est-ce que permet TagView? Je pense que ça Oui. peut en intéresser certains en plus, même si je crois qu'actuellement le projet est plus live. En tout cas je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Ouais. Non, le projet, on a désactivé la landing page parce qu'on a intégré un autre outil qui lui survit aujourd'hui, Ouais. qui vit aujourd'hui. Donc, On en parlera après de Feedback ouais, Group, ouais, justement. exactement. Ouais. Donc, ouais, parle-nous un peu de TagView. C'était quoi les fonctionnalités et bah, quel chiffre ça a généré, justement, avec tous ces emails que tu as réussi à récupérer, toi et ton équipe? Alors déjà, Tagus, c'était un immense flop. À la fin, c'était un flop. On n'avait pas réussi à trouver le product market fit. Ok. Donc, Tagus, c'est une extension Chrome qui vous permet avec votre groupe d'équipe, votre équipe, de collaborer en live sur le web. Donc, vous pouvez simplement cliquer quelque part sur une page web, écrire un message et taguer quelqu'un. Et lui, il recevra directement il verra la text box être sur le site. Donc, c'est un Donc, peu les comme gens. Figma, Voilà, c'est ça. les commentaires de Figma, mais pour tout le web. C'était un des problèmes, c'est qu'on avait du mal à expliquer ça parce que c'était un peu trop complexe à expliquer. Quand on le disait comme ça, les gens ne comprenaient pas vraiment. La page d'accueil, elle était dégueulasse à l'époque. Donc, on n'arrivait pas vraiment à expliquer le produit. On avait une Hmm. vidéo démonstration je pense que c'est la vidéo de démonstration qui nous a un peu sauvés. Hmm. Ouais, donc je pense que les développeurs sur X, ils arrivaient un peu à comprendre, mais les autres personnes, ils n'arrivaient pas du tout à comprendre. C'est un truc intéressant, ça. Vous étiez pas très bon en copie. Et normal, c'était une des premières fois Ouais, que vous faisiez des textes sur la landing page. ouais. Mais par contre, la vidéo, du coup,
ça peut pas vraiment se louper parce qu'on monte le produit, donc ça dépend que du produit. Et est-ce que ça, Ouais, c'est pas un bon tips finalement à donner à ceux qui sont pas très bons en marketing, en copie? Juste mettez une vidéo en premier dans la héros ouais, section et au moins voilà, ouais. on monte le produit, il n'y a pas de surprise. Ouais, sauf que nous, on n'avait pas montré le produit parce que le produit n'existait toujours pas. Ah, oui, c'est Euh, vrai. du coup, bah, on avait fait quelques petits mock-ups sur Figma, etc. On les a un peu assemblés avec des animations et tout. Ça donnait une vidéo qui était correcte, Mhm. qui était très bien, très réaliste aussi. Donc, avec une voix IA un peu dans l'arrière-plan. Ouais, du coup, j'ai arrivé un peu à comprendre avec ça. Et ouais, du coup, on a eu, dans les premiers jours, je pense, on a fait plus de 100 balles, je pense. Et Mhm. on s'est arrêté à 100 balles. Pourquoi? Alors, on s'est dit que ça sert à rien de prendre plus de paiements, ça va juste nous ruiner un peu pendant le lancement, le lancement futur. Ah, du coup, on s'est arrêté là. On a, je pense, rejeté deux ou trois personnes qui, elles aussi, voulaient acheter. Mhm. On les a rejetés, donc on leur a dit, ouais, attendez jusqu'à ce que tout sorte. Grave erreur aussi. Mhm. Euh, Ouais, du coup, on a passé près d'un an à coder ça. Donc, un an entier où est-ce que on s'acharnait sur le projet parce que c'était très complexe. C'était très complexe, il y avait des bugs partout. L'API de Chrome, elle était bizarre. Et moi aussi, j'étais très incompétent parce que, ouais, React, je m'y connaissais pas vraiment. Mhm. Mais j'ai dû apprendre sur le tas très rapidement, histoire de. En fait, je voulais pas paraître comme le développeur moins compétent dans l'équipe. Donc, j'ai Ça te dû. motivait. Ouais, voilà. Mhm. Moi, je me suis occupé de la partie collaboration équipe. Donc, j'ai créé le système d'équipe, etc. Inviter des membres, retirer des membres, changer les rôles, etc. Ouais, l'autre dev, il s'est consacré à la partie, le produit lui-même, donc la partie complexe, donc créer des commentaires sur le web, etc. Et ouais, à la fin de l'été, je pense, à la fin de l'été 2023, je pense, si je me trompe, ouais, 2023, on avait un produit qui fonctionnait. Mhm. Euh, il y avait encore des bugs partout, donc on a lancé ça en bêta et les premiers Alors, utilisateurs, excuse-moi de te couper, vous avez mis ouais, un an à sortir l'application entre le moment où les gens payent et le moment où ils ont l'application, genre il se passe un an, c'est ça? un an où l'application elle est vraiment finalisée, donc pas de bugs, etc. Ok. Bah, enfin, vous l'avez sorti avant quand même et ils ont pu tester avant ou c'est Ouais, vraiment ils ont ouais, dû ouais, attendre un an? non, ils ont pu tester avant, Ok. donc. Et On avait commencé. ils ont demandé des remboursements? Ou Bah pas, du non, coup, comme non, il n'y a pas de non. bug, etc. Non? Non, parce on leur avait dit que bah, la première version elle serait buggée, etc. Hmm. Donc l'intérêt du payer une fois et utiliser pour toujours, c'est que les prochaines fonctionnalités, vous allez pouvoir les utiliser. Donc c'était pas des abonnements, c'était des paiements en une seule fois. Ouais, donc par la suite, on la sort en bêta et on remarque beaucoup de bugs. Donc l'appli, Hmm. c'était pas utilisable du tout. Trop de bugs partout. L'API de Chrome, elle était bizarre, donc la Ouais. documentation, elle était faible. Pour ceux qui ont jamais développé d'extension, c'est vrai qu'une extension, c'est très différent de faire du React ou du Next. Il y a moins d'informations à aller chercher sur Internet, c'est un peu plus galère. J'ai déjà fait, je suis en train de le faire en ce moment même pour des clients. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez complexe. Et se lancer sur des premiers projets comme ça, alors qu'on ne maîtrise pas encore totalement React, qu'il y a toute la partie produit, marketing à gérer, ça doit être une vraie épine dans le pied. Je pouvais pas faire du Next, parce qu'en extension Chrome, je pense pas que Mm. tu puisses faire du Next. Alors Euh, maintenant, il y a un outil qui permet de le faire. Je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais si vous cherchez, vous pourrez trouver. Mais ça reste que quand même assez compliqué. Mais maintenant, on peut. ouais, bah, ça aurait pu me sauver, je pense. Donc, ouais, c'était en React et tout. C'était dur à maintenir parce que en- c'est- à chaque fois que tu fais un changement local, tu es obligé de repartir sur le store, réupload ton extension en local aussi, la retester, vérifier les bugs, revenir sur ton éditeur de code pour faire les changements. Donc c'était vraiment galère. Ouais, du coup, on a passé encore deux trois mois à finaliser le produit, à corriger les bugs, etc. Et dans ces deux trois mois, moi, je me suis occupé de collecter les feedbacks des clients. Donc, j'ai créé une board, un tableau sur Trello. Trello, c'est un truc pour manager les équipes, etc. Les tâches, etc. C'est un peu comme Notion, mais c'est un peu plus orienté pour les équipes. Ouais, du coup, j'ai invité tous les utilisateurs sur Trello. Ils étaient obligés de se connecter, etc. Créer le ticket pour donner leur avis sur ça. Moi, je prenais en compte les avis, je les transmettais aux autres Hmm. pour qu'ils puissent être adaptés. Et ouais,
pendant cette période, je me suis rendu compte que Trello, c'était pas viable. Hmm. Du coup, c'était un peu dur. J'ai recherché d'autres outils. J'ai trouvé que c'était un peu cher. On n'avait pas le budget du tout. Ils étaient un peu chers. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas créer le mien. Donc, Et donc la là, naissance, ouais, là, ouais, c'est la naissance problème, de. tu détectes un problème, donc qui est un Mhm. problème qui t'est personnel en plus, donc si tu le résous, c'est tout bénef. Ouais, Et ça te donne l'idée donc ton prochain SaaS, celui que tu as encore en ce moment, c'est ça? ouais, Donc Feedback exactement. Loop, que vous aurez également en description si vous voulez checker, qui peut être très utile. Moi, je l'ai installé typiquement sur mon side project Best SaaS. boilerplate. C'est ça, Best Ouais. Boilerplates ever, ever, ever. Donc il est là-bas, vous pourrez aller checker d'ailleurs sur la plateforme. Donc là, en fait, tu lances directement, tu vois qu'il y a ce problème-là, tu dis bon, tag you, ça y est, ça me casse les pieds, j'en peux plus. J'ai envie de partir sur un autre projet, quoi. Non, initialement, je me suis pas dit je vais aller sur un autre projet parce que Feedback Loop c'était juste fait pour subvenir à un besoin que j'avais retrouvé sur Tagu. Donc j'ai commencé à l'utiliser, j'avais les feedbacks directement sur ça. Et pour te donner un ordre de désorganisation sur le code de Feedback Loop, tout était codé sur une seule page. Donc je faisais ça en Next, Next que je maîtrisais pas à l'époque. Et ouais, j'avais une architecture en fait de tabs sur, par exemple, donc tu peux switcher rapidement le tab sans switcher la page. Donc Hmm. tu changes simplement le contenu. Et Le j'avais tout nombre fait, de lignes, le ouais, nombre de je lignes. pense que ça dépassait les 1500 lignes ou Ah un ouais. truc du genre. Et j'ai fait ça avec Clerk pour l'authentification. Donc première bêtise. Mhm. Deuxième bêtise, j'ai utilisé XataDB. Je pense pas, je sais pas si tu connais ça. Pas sur XataDB après, mais d'abord Clerk donc qui est en gros le cloud serverless de l'authentification plus ou moins. Donc tu donnes la responsabilité de l'authentification à un Exactement. service tierce. Pourquoi c'est une erreur selon toi? Bah, je pense que s'ils augmentent les prix, bah, t'es mort. Mm. S'ils changent un truc dans leur code, tu risques de mourir. S'ils flaguent ton application comme étant un truc mauvais, bah, t'es mort. Euh, J'avais juste pas confiance. Ouais. Je Alors, dormais pas correctement. Je me disais, peut-être qu'il y avait un truc, je me disais c'était trop simple pour être vrai. Parce que Clark, c'était extrêmement simple. Donc, ouais, clair qu'ils ont une stratégie de marketing très, très agressive. Ils ont fait beaucoup, beaucoup de contenu sponsorisé avec des influenceurs, avec le but justement que les développeurs un peu plus juniors ils se disent mais ça a l'air cool, c'est plus simple, etc. Ils gèrent tout pour moi. Le problème, c'est que ça rajoute une dépendance supplémentaire dans un projet sur un truc, normalement, l'authentification, qui est sur à peu près tous les projets, qui est assez simple à gérer. Donc c'est dommage de se rajouter comme ça une dépendance, un service cloud pour ça. ouais, Et du coup, ouais, effectivement, après, s'ils augmentent les prix, comme tu as dit, bah voilà, il y a plein de raisons pour lesquelles tu peux te faire avoir par la suite, quoi. exactement, exactement. Et du coup, je faisais avec Clerk. Donc, c'était fait. J'étais content d'avoir fini l'authentification parce que j'arrivais pas à faire l'authentification avec Next.js. Il y avait Mais du Nexthauth, coup, mais Clerc, même aux débutants, tu recommandes pas. ouais, ouais, non, je faisais pas Bon, ça. moi, si je voulais avoir une sponsorisation avec Clerc, c'est plus possible maintenant. Ouais, non. Trop de risques pour un plaisir éphémère pour un regret éternel. Donc, Oh. ouais, faudrait un peu de poésie. Donc, ouais, j'ai utilisé Clerk. Et du coup, j'ai passé la journée à setup l'authentification, etc. Deuxième bêtise, j'ai utilisé XataDB. Alors, tu vois, moi, Donc, je connais pas XataDB. XataDB, c'est un, c'est un peu Supabase, mais Mhm. seulement la base de données. Avec une base de données, un ORM, donc un truc pour gérer la base de données plus facilement. Euh, donc je faisais ça et l'ORM il ressemblait vachement à Prisma, sauf que moi je connaissais Prisma, Mhm. mais je voulais pas l'approcher parce que donc je Ouais. connaissais Prisma, je voulais pas l'utiliser parce que je me suis dit c'est beaucoup trop complexe Alors, pour ceux qui et connaissent pas, Prisma en développement web, c'est ouais, un ORM, un truc qui permet grosso modo de lier la base de données et le code, ici TypeScript, pour simplifier voilà, la connexion entre la base de données et ton code. bah, revenons à TypeScript, j'ai rien typé du tout. Donc Des j'avais Annie partout. exactement. Et des fois même je l'enlevais. Donc Mm. je pense sur ESLint, tu pouvais enlever un peu la vérification de TypeScript. Je sais pas si c'est ça, si c'est exactement ça, Mhm. mais je pense que tu pouvais enlever la vérification de TypeScript, etc. Donc tu avais les erreurs qui étaient Ouais. donc En fait, ton code pouvait quand même compiler parce que tu mettais ouais, tout en warning ou en off. Du coup, ouais, même si ton éditeur t'affichait les problèmes, toi exactement. tu faisais hop hop hop, je Ah, vois j'ai rien pas. vu. Exactement. Ouais, je fermais les yeux sur ça.
la première version, elle était codée simplement côté serveur. Donc, je savais que UseState, UseEffect, tous les fonctionnalités de React existaient sur Next parce que Next c'est du React. Mais je suis parti sur du serveur. Donc, pourquoi je suis parti du serveur? Parce que je savais pas comment manier le côté client. Donc, comment manipuler UseEffect, UseState sur Next.js, Ouais. même si Donc là, c'était la même chose. c'est un peu technique, mais donc c'est des Ouais. notions en React et en Next.js. Grosso modo, tu avais une partie du projet, du langage que tu connaissais bien, et que donc tu es parti full all-in là-dessus. Mhm. Sauf que bah, il faut quand même un peu de client aussi pour que ça soit plus optimal, quoi. Ouais, pour que ce soit dynamique. Donc, moi, j'avais pas du tout fait ça. Du coup, en 3 jours, j'avais l'outil qui était prêt, donc il fonctionnait. Donc, je commençais à inviter les clients, j'avais les avis, etc. Donc, je l'ai passé à l'équipe de Tiger, histoire qu'ils puissent les intégrer sur le code. Ouais, j'ai invité, à part les clients, j'avais aussi invité 10 personnes de mon réseau personnel, donc sur X, que je connaissais très bien. Et je leur ai dit, testez l'app, donnez-moi votre avis. Et il y en a un d'entre eux qui m'a dit, mets ça en public, parce que je pense que ça peut aider beaucoup de gens. Du coup, bah, j'ai refait le code. Je suis parti sur un truc un peu plus clean, mais qui était toujours aussi catastrophique. Donc, Après, ça, toujours, c'est le truc, quand tu regardes ton ancien code, peu importe ouais. les années d'expérience que tu as, tu vas te dire, ah, j'ai fait ça pas bien, j'ai fait ça pas Ouais, bien, sauf que et. crois-moi, là, c'était vraiment pas bien. Donc, Ok, je te crois. c'était vraiment Je te crois, je te catastrophique. crois. Ouais, du coup, je commençais à ajouter des fonctionnalités et revenant à l'architecture de tabs, il y avait tous les tabs qui étaient dans la même page. Donc, j'avais page.tsx et il y avait tout le contenu de mon app sur cette page, à part l'authentification, etc. Et il n'y avait même pas de truc de components. Toutes les données qui étaient prises de la base de données, elles étaient toutes prises au même moment, donc au chargement de la page. Et donc, il y avait la page, elle prenait beaucoup trop de temps à se charger. Parce que normalement, normalement sur React, si tu vois pas le component, je pense que les données ne sont pas chargées jusqu'à ce qu'il s'affiche, jusqu'à ce que tu l'actives, je pense. Tu peux me corriger si j'ai tort, mais euh, Bah, en gros, quand tu es côté serveur, donc tu affiches tes composants côté serveur, donc là on parle de Next.js, tant que les données se sont pas chargées, effectivement, ta page, là, comme tu n'avais qu'une seule page, elle va pas s'afficher. On a de la chance, il y a du caching normalement automatique, c'est-à-dire qu'il y a de la mise dans le cache du navigateur. Bon, là, c'est un peu complexe pour ceux qui ne connaissent pas forcément, ouais, mais en gros, il y a une mémoire dans le navigateur. Donc, dans Google, il y a une mémoire, et quand on va recharger la page, normalement, Next.js s'occupe automatiquement de mettre des informations dans la mémoire. ouais, ouais. Donc, la Euh, première fois que tu le charges, ça doit mettre 10 secondes, et peut-être que les fois d'après, ça mettait 2-3 secondes, je sais pas. Ouais, sauf que dans la seconde version, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un peu de client, donc un peu de UseEffect, etc., UseState, etc. Et, du coup, j'avais créé des routes API pour n'importe quel accent, n'importe quel petit accent, donc Hmm. chose qui n'est pas censée faire. Normalement, tu es censé créer un incubateur pour la page, un incubateur qui est censé être en côté serveur, et tu passes les props pour le côté client. Alors là, Donc, tu étais en version donc API de Next.js, c'est ça? Tu n'utilisais pas encore les actions serveur? non, je les utilisais pas parce que je les connaissais pas. Hmm. Donc, ça le truc. J'avais pas vraiment de grandes informations sur Next.js, donc je skippais cette partie. Et ouais, ouais, donc j'arrivais à créer la deuxième version. Elle était un peu mieux, plus de fonctionnalités. Donc, il y avait le widget que tu utilises maintenant sur ton SaaS, Best Boilerplate Ever, Ever, Ever. C'est ça. Donc si Et vous voulez aller voir sur bestboilerplatesave.com, en bas à droite, il y a le petit widget de feedback loop justement. Et si vous cliquez dessus, bah, c'est la fonctionnalité même de le principe de feedback loop. Vous allez ouais. pouvoir me donner des retours, des feedbacks, des choses que je vais pouvoir mettre en place pour améliorer Best Boilerplates. Exactement. Donc ouais, il y avait cette fonctionnalité et à partir de ce moment, je me suis dit, Tagio, ça fonctionnera pas parce qu'on avait lancé et c'était un flop énorme. Donc on avait recontacté tous les bêta users qu'on avait, personne n'était intéressé par l'app. Alors pourquoi du Donc, coup, comment t'expliques justement ce désintérêt? Parce que de base, il semblait avoir des gens quand même qui avaient rentré beaucoup leur adresse mail. T'avais même eu, ce qui est quand même pas mal fort, ça permet de valider une idée, des gens qui avaient payé en avance alors qu'il n'y avait pas de produit.
Et finalement, quand vous sortez le produit, les gens sont plus intéressés. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est du coup dû au bug? Non, c'était pas du bug parce que la version finale, elle était utilisable. Mhm. C'était dû à la hype qui s'était essoufflée pendant un an. Donc, on avait en fait un momentum qu'on n'avait pas du tout conservé. Euh, du coup, on s'est concentré sur le développement du produit et on avait perdu cette ligne d'avance qu'on avait, cette vitesse. Du coup, ça s'est un peu essoufflé. Et ensuite, quand on a essayé de lancer, on s'est rendu compte que le product market fit n'était pas là. Donc, les personnes, on avait tweeté sur X sur le produit, mais on prenait pas en compte euh, que les personnes qui voient le tweet ne sont pas les profils de clients idéaux. C'était plutôt des indie hackers qui eux aussi n'avaient pas assez d'argent, donc ils avaient probablement pas les moyens d'acheter ça. C'était pas des équipes, c'était pas des entreprises. Donc on a essayé par la suite de viser les entreprises, mais ça fonctionnait pas parce que on avait tout simplement pas la notoriété pour ça, on n'avait pas donc assez de branding pour ça. J'ai essayé avec mon compte LinkedIn, sauf que mon compte LinkedIn, je parlais pas du tout avec de Tagio. Donc Mhm. c'était un peu comme si je leur présentais un truc qui était nouveau et qu'ils avaient jamais entendu. Donc j'étais pas expert dans, dans le thème de gérer les équipes, etc. Donc je savais pas les besoins que dans les équipes avaient besoin. Et ouais, je pense que c'était plutôt l'incompétence qui a fait que le produit avait flop. On n'arrivait pas à bien viser les clients et ça revenait à un peu parler dans le vide. Donc c'est à cause de ça. Et Alors tu dirais du coup, si je résume, que le produit était viable, il était bon. Bon, peut-être il y avait encore quelques petits problèmes, mais grosso modo, il était très bien, on pouvait l'utiliser. Mais mais il n'y là où avait pas ça a l'audience. pêché, c'était plutôt en fait à viser votre clientèle, parce que vous avez eu des premiers utilisateurs qui venaient de X, de votre propre audience, sauf que cette Mhm. audience, donc c'est les indie hackers, des gens qui essayent de lancer des projets, etc., et qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, parce que à part si tu fais partie de l'élite, comme Marc Lou ou autre, Voilà, normalement exactement. Ouais. t'as pas un gros budget à investir là-dedans. Et donc, bah, après, vous avez essayé de chercher dans une entreprise, mais vous n'avez pas trop réussi, vous êtes un peu essoufflé, et donc vous vous êtes dit, bon, bah. Ouais, ouais, exactement. Euh, ouais, du coup, là, à ce moment-là, j'avais commencé à lâcher. Je me suis dit, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Et du coup, j'ai arrêté. Euh, j'ai arrêté totalement. Je me suis dit, feedback loop, il y a moyen de faire un truc. Donc, ouais, à ce moment-là, j'avais Feedback Loop, il y avait assez de fonctionnalités pour que ça puisse être utilisé. Il n'y avait pas de bugs, pas de trucs critiques qui ont été reportés. Donc, j'ai mis un petit lifetime deal, donc un paiement en une seule fois. Et dès que je l'ai fait la première journée, j'ai eu un client. Je Hmm. me suis dit, Feedback Loop, ça coûte un peu plus que Tagview. Donc, j'avais l'hébergement de Vercel aussi à payer. Ouais, du coup, dès que j'ai eu le premier client, j'ai un peu arrêté de me concentrer sur la partie marketing. Je me suis dit, Alors, Feedback Loop, tu le vendais à combien pour que tu aies eu un premier client? Est-ce que c'est c'était abonnement, one time payment et combien? non, c'est un one-time payment. Mhm. C'était à 75 dollars en une seule fois pour certaines fonctionnalités de l'app. Donc, ouais, j'avais un premier client. Ensuite, j'ai arrêté le marketing. Je me suis dit que il fallait rendre le produit encore meilleur et que je voulais pas faire la même erreur que j'avais faite avec Tagview. Donc, tout au long de ce processus, j'avais posté chaque jour à peu près sur X et LinkedIn. Cette fois-ci, j'ai combiné les deux plateformes, aussi avec Instagram un peu. Mhm. Et sur Medium aussi. Medium aussi, ça a beaucoup contribué. Donc, j'avais des articles qui atteignaient les 400 likes, par exemple. Et ça ramenait beaucoup de trafic à une liste d'emails personnels que j'avais aussi. Donc, j'avais beaucoup de sources de trafic en même temps qui s'accumulaient durant ce développement. C'était pas les mêmes erreurs qu'on avait faites avec Tagu. Alors ça, c'est intéressant, on reviendra un petit peu après sur Feedback Loop. Mais ça, c'est un de tes gros points forts parce que tu as déjà une belle audience, que ça soit sur X, LinkedIn, donc même Instagram, tu vois, je savais pas forcément. Comment ça se fait que tu as réussi à développer une si belle audience, surtout sur X, où moi je trouve que c'est relativement compliqué? C'est quoi les techniques que tu as mis en place, les conseils que tu donnerais? Déjà pour X, à l'époque, ça s'appelait Twitter. Euh, et c'était un peu moins bouché qu'aujourd'hui. Donc la hype de la création de Microsoft, elle était un peu moins bouchée qu'aujourd'hui. Hmm. Donc et j'ai pas commencé là-dessus. Ce que j'avais fait, c'est que j'ai commencé par une niche que je maîtrisais, donc la programmation un peu. Donc je m'y connaissais un peu dans la programmation, pas suffisamment, mais par la suite.
je, je suis passé vers une autre niche qui était un peu plus grande, qui est la niche des SaaS, euh, qui était plus grande que qui était pas plus grande que la niche de la programmation, mais qui était plutôt, euh, il y avait, il y avait plus d'espace pour grossir là-dedans. Parce qu'à la programmation, il y a beaucoup de personnes qui font ça sur X, donc je suis passé un peu plus vers les SaaS. Mhm, Là, ça a commencé à fonctionner. Ensuite, j'avais une période où est-ce que les engagements avec mes potes, ils ont chuté. mhm. Du coup, j'ai fait une erreur, c'est que je suis passé vers le copywriting. Donc, j'ai switché tout mon personal branding sur le copywriting. Ah, ok. Euh, Alors ça, c'était Pourquoi? à quel moment ça à peu près? Euh, c'était après Centuries, donc au début de Tagio. Il y a combien de Un, temps? À peu près un an? un peu avant le début de Tagio, donc ouais, il y a plus d'un an. Donc ça, Ok. c'était il y a plus d'un an. Ouais, ouais, j'avais fait ça, j'avais un peu d'engagement sur mes postes, mais ensuite, quand il y a eu Tagul, je suis revenu vers la niche des SaaS, et là, ça avait fonctionné, parce que pour une fois, les gens voyaient des trucs que je faisais, donc ils aimaient suivre ce que je faisais. Pareil pour les autres. Alors, on était quatre, donc on arrivait un peu à s'entraider entre nous. Mhm, C'est beaucoup mieux que quand tu es tout seul. mhm. Et ouais, du coup, à ce moment-là, ça avait fonctionné, donc un post chaque jour, j'étais consistant. Et ouais, je pense qu'après ça, c'est juste un effet boule de neige, donc tout s'accumule. Et j'avais une grosse peur, c'était celle d'un jour me faire bannir de X. Parce que je Ok. savais qu'à l'époque, ça s'appelait Twitter, et je savais que Twitter, ils étaient très instables. Il y avait beaucoup de bans, il y avait beaucoup de strikes, etc. Donc, ouais, je suis passé sur LinkedIn. J'avais pas une grosse communauté là-dessus. C'était très dur pour moi. J'ai eu deux comptes que j'ai supprimés avant d'avoir le compte actuel que j'ai maintenant et qui lui Mhm. fonctionne. Ouais, j'ai continué sur les deux plateformes. Je poste la même chose chaque jour. J'étais consistant. Et ensuite, bah, avec l'arrivée de Totagus, ça a commencé à grossir. Donc, j'ai atteint les 1500 abonnés, je pense, sur les deux Mhm. plateformes. X était toujours en avance par rapport à LinkedIn. Ouais, après, j'ai créé une liste email, histoire de sécuriser un peu les deux plateformes, parce que je me disais, comme par hasard, avec ma chance, je pouvais me faire bannir des deux plateformes en même temps. Et du coup, je me suis dit, une liste email, c'était sécurisé parce que les emails, je pense, c'est la base de la communication sur Internet. Donc, si j'avais une liste d'emails, j'avais une audience qui était sécurisée. Et si j'ai une audience qui est sécurisée, je pouvais leur vendre tout ce que je voulais. Euh, donc, ouais, j'avais cette liste d'emails. Et en parallèle, j'avais aussi Medium. Donc, où est-ce que je copiais simplement les emails que j'envoyais, je les copiais, je les collais sur Medium. Et Mhm. ça fonctionnait très bien. Et les articles que je faisais sur Medium, bah, je les découpais en posts Instagram que je postais sur Instagram. Donc, il y avait Mhm. toute une architecture de contenu qui était disposée. Et ouais, comme ça, je postais chaque jour. J'étais très consistant. Des fois, la majorité de mon temps, j'étais sur les réseaux sociaux, soit engagé avec d'autres personnes, soit travailler sur la stratégie, etc. Et ouais, pendant ce temps-là, je travaillais sur Tagger, donc c'était l'époque du début des réseaux sociaux. Là où est-ce que j'ai vraiment percé, c'était à l'époque de Tagger. Ouais, donc à la fin de Tagger, quand ça n'avait pas réussi, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'ai supprimé en fait le lien de Tagger sur ma bio. Et je me suis rendu compte que tout le monde s'en foutait. Tu peux faire ce que tu veux sur Internet, tu peux disparaître du jour au lendemain. Sauf si tu es Marc Lou, par exemple. Mais tant que tu n'as pas une grosse hégémonie sur Internet, tu peux disparaître quand tu veux. Ouais, donc j'ai tout switch vers Feedback Loop. J'ai commencé à parler de Feedback Loop, partager les avancées sur le développement. Et une fois que j'ai lancé, une fois que j'ai lancé Feedback Loop sur X, bah, le tweet que j'ai fait, il a percé. Donc, je me rappelle plus le nombre de vues, mais c'était à peu près 150 likes, ce qui est énorme sur X. Et ouais, ça m'a permis d'avoir les 60 premiers utilisateurs. Donc, il Alors, y avait beaucoup de travail. Ouais, on reviendra si tu veux après sur Feedback Loop, mais j'ai envie de te poser encore quelques questions parce que je pense que ça peut vraiment être intéressant justement ouais, sur les réseaux sociaux, etc. Parce que là, t'es à 2000 abonnés, donc ça fait à peu près 2 ans que tu postes du contenu, plus ou moins ouais, régulièrement, c'est ouais, ça? ouais, dès que j'ai commencé. Hmm. Le contenu et les communautés, j'étais aussi très actif sur les communautés. Ok, ouais. Donc, j'ai aussi créé une Euh, communauté, mais c'est un peu complexe à expliquer. Il y avait toute une architecture qui se découlait d'un seul objectif. Donc, et justement, toi, t'as pu tester pas mal de choses dans la création de contenu. C'est quoi qui t'a permis de gagner le plus de visibilité, que ce soit sur tes différents réseaux ou même pour tes projets, tu vois? je pense que j'ai jamais eu de truc qui était vraiment viral. Donc, le C'est meilleur la de mes posts, régularité alors?
Ouais, Peut-être juste je le fait pense, d'être toujours là, quoi. ouais, exactement. Le meilleur de mes posts, je pense qu'il a atteint 170 likes, mais j'ai jamais eu un post qui a vraiment percé sur aucune des deux plateformes, donc LinkedIn Mm. ou Twitter. Instagram, c'était vraiment mort, mais je le faisais quand même parce que j'avais rien à perdre. Donc, les trucs que je postais sur LinkedIn, je les copié-collé sur Instagram et je laissé ça traîner. Mais je pense être consistant, c'est ce qui a permis ouais, d'avoir la communauté que j'ai aujourd'hui. Parce que Euh, ça, c'est un truc hyper fort que tu as fait, c'est que tu as commencé très jeune. Donc là, tu as 16 ans, tu as déjà 2000 abonnés. Les réseaux sociaux, c'est exponentiel. Donc quand tu arriveras à 20 ans avec en plus encore plus d'expérience au code, tu seras peut-être à plus de 10 000 abonnés, tu vois, tu auras les compétences parfaites en code. Et à ce moment-là, lancer des projets qui vont réussir en boucle, tel un Marc Lou, ça va être encore plus simple. Donc franchement, moi, si j'avais un conseil à donner, tu vois, aux jeunes développeurs, ou aux jeunes gars, les entrepreneurs, c'est les gars, documenter ce que vous faites. Genre juste un post par jour, tu l'as dit toi-même, t'as pas fait des posts qui ont explosé, t'as juste partagé de la valeur, tes aventures du quotidien, tes erreurs, tes réussites. Et aujourd'hui, ça t'amène à 2000 utilisateurs. Et il y a des gars comme moi qui suivent ce que tu fais avec beaucoup d'attention parce que c'est hyper intéressant, tu vois. Et je pense que pareil, il y a des posts aussi que tu suis de moi qui sont intéressants. En fait, c'est tous comme ça, on se donne de la valeur. Donc moi, ouais, c'est un truc que je trouve hyper inspirant chez toi. Si j'avais un conseil à donner, c'est les gars, faites du contenu, n'ayez pas peur que ce soit mauvais au début parce que vous n'avez pas de compétences ou quoi. Balancez du contenu, balancez, et la régularité va faire que ça va payer. Exactement, un autre truc, c'est que, comme je l'ai dit, tout le monde s'en fout. Donc, au pire, si ça ne fonctionne pas, bah, tu peux disparaître du jour au lendemain. Je pense pas qu'il y ait une peur au niveau de la réputation, etc. Parce que si les personnes vous voient, quelle qu'elle soit, elles vont apprécier ce que vous faites. Tant que c'est pas du contenu qui est mauvais. Mais tant que tu es dans ta place, dans ton coin et que tu partages tes aventures, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui va venir et qui va commencer à t'insulter. Donc, et même si tu vois que ça fonctionne pas, etc., tu peux simplement arrêter. Donc, rien ne va se passer. Ouais, je pense, il y a ça, la consistance et aussi la stratégie. La stratégie. Donc, moi, ma stratégie, elle était simple. Donc, à partir d'un post X, bah, je le transformais par la suite en post Mmh, LinkedIn. Les deux posts, bah, je créais des emails pour ça, donc chaque semaine. mmh, Et les emails, je les prenais simplement, je les transformais en articles pour Medium. Les articles en Medium, je les prenais, je les découpais, je les transformais en post Instagram, donc des slides que tu mmh. pouvais. Ouais. Et ce format-là, il fonctionnait très bien. Alors Et ça te prenait à peu près combien de temps par semaine de créer ouais, justement tout ce ouais, ça me contenu-là? prenait une bonne heure par journée. Donc, j'utilisais toujours pas d'outils pour automatiser ça. Donc, par exemple, Typefully ou Feedive ou d'autres trucs, par exemple, ou Buffer. Alors Donc, pour ceux qui veulent, voilà, je le dis juste, il y a mon lien pour l'application Typefully affilié juste en dessous. Donc Typefully, c'est une ouais, c'est ce que application que moi j'utilise. j'utilise. T'utilises aussi? Pareil, pareil. Ouais, bah ça Ouais. permet en fait de créer du contenu sur X et LinkedIn, booster à l'IA hyper simplement, de programmer ses posts. Franchement, moi je l'utilise, c'est top. C'est le seul SaaS où j'ai l'abonnement à l'année parce que je suis en mode, bon vas-y, je vais l'utiliser toute l'année. Allez, je me prends la petite réduction de, je crois, c'est 20%. Ouais, j'utilisais Feedhive au début, mais Feedhive, parce qu'en fait, il y avait une période où est-ce que l'API de X, elle a été suspendue pour tout le monde. Elle n'a pas été suspendue, mais ils ont monté les prix vers 42 000 euros Oui, par mois pour le n'importe plan quoi. entreprise. Ouais, ouais, il y a eu une grosse controverse à propos de ça. Et du coup, il y a plusieurs applications qui ont dû fermer. Donc, Feedhive, ils ont dû arrêter de supporter X. Et ouais, j'utilisais Feedive qui était encore plus cher que Typefully. Donc Feedive c'était à peu près 30 balles par mois. Typefully aujourd'hui c'est 16 balles par mois, je pense. Donc, ouais, je suis passé vers Typefully et ça m'a permis de. Typefully c'est juste récent. Donc au début, bah, je postais tout chaque jour par moi-même. Donc j'avais une heure de la journée que je consacrais à la création de contenu, etc. Et ouais, je pense que ça demandait beaucoup d'efforts, mais au final, ça donnait ses fruits. Donc, je pense que ça en vaut la peine. Et une heure par journée, je pense que ça peut être réduit largement. Donc, ça peut être fait très rapidement. Un post par jour sur deux ou trois plateformes, c'est pas ce qui va consommer votre temps. Ce que tu es en train de dire, Mehdi, c'est qu'il n'y a pas d'excuses, les gars. Bougez-vous Ouais, les exactement. fesses, créez du Ouais, contenu. Parce que toi, tu vas à l'école, on est d'accord? ouais, Tu crées des SaaS, tu apprends le développement, tu arrives à en plus créer du contenu. Les gars, vous allez réussir aussi à le faire, surtout que voilà, il y a plein d'outils maintenant qui permettent d'automatiser. Et un ouais, truc exactement. hyper intéressant que tu fais, c'est que tu crées du contenu, bah, entre guillemets, une fois,
et après tu l'adaptes à chaque plateforme et au moins ça te fait Oui, pas un post, imaginons ça t'a fait un pour LinkedIn, un pour X, un donc en blog sur Medium, un pour ta newsletter et un pour Instagram, donc en fait t'as plein de posts assez rapidement. exactement. Exactement, ouais. Donc, ouais, j'avais cours pendant cette époque-là. Donc, je me levais à 5 heures du mat, 5 ou 6 heures du mat. Donc, je pense que c'était 5 heures. Comme ça, j'avais les deux premières heures avant d'aller en cours que je consacrais à bosser et à coder. Et ouais, c'était comme ça pendant toute une année. Je pense, mais dès que Feedback Loop est arrivé, c'est là où est-ce que j'ai commencé à grossir sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai commencé à avoir un réseau qui était assez conséquent. Et ouais, je suis passé de 200 dans ma liste email à plus de 600. 600. Et ouais, c'était pareil sur tous les réseaux sociaux. Donc, j'avais une croissance qui était exponentielle. Donc, ouais, tout fonctionnait très bien quand j'ai lancé Feedback Loop aussi. Donc, il y avait toujours ce momentum que je réussissais à garder. Il y avait des périodes où l'engagement il drop, mais tu arrives toujours à te reconstruire. Donc, si tu le fais une fois, tu peux le refaire plusieurs fois. Ouais, totalement. Donc là, ce qui est top, c'est que tu es entré dans un espèce de cercle vertueux, tu crées du contenu, et tu parles de Feedback Loop. Feedback Loop, il devient un peu connu parce que les gens l'apprécient et du coup, il te donne plus d'abonnés. Et le fait Ouais. que tu aies plus d'abonnés met plus en valeur Feedback Loop. Donc ça se passe plutôt bien du coup pour Feedback Loop. Donc là, tu avances avec Feedback Loop. C'est du one-time payment. Donc Feedback Loop, on en a déjà parlé, c'est pour récupérer les feedbacks utilisateurs. Et aujourd'hui, tu arrives à avoir combien d'utilisateurs? C'est quoi un peu les stats, le MRR de Feedback Loop, ces choses-là? Alors, le MRR, il a 36 dollars par mois, Alors, aux du coup, c'est alentours. en, c'est en abonnement maintenant, Feedback Loop, ou c'est en Euh, one-time payment encore? j'ai deux trucs. J'ai des one-time payments et j'ai des abonnements. Donc, Ok, le one-time donc c'est payment, je peux pas le garder pour toujours parce que au bout d'un moment, il y aura des coûts. Donc, ouais, un one-time payment, ça va pas rester pendant longtemps. Donc, la première fois, j'ai créé un lifetime deal aussi. J'ai eu un client, comme je te l'ai dit, j'ai arrêté pour me concentrer sur le développement du produit. J'ai ajouté beaucoup de fonctionnalités. Et par la suite, je me suis dit un truc, c'est que bah, je devais tout recommencer, je devais refaire toute l'app de zéro parce que c'était pas possible d'ajouter plus de fonctionnalités avec la qualité du code que j'avais à l'époque. Comme je t'ai dit, j'utilisais des technologies qui étaient très dépendantes d'autres outils, donc Clerk et XataDB. Je pouvais pas faire ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai complètement changé le code. Donc, je suis reparti de zéro. J'ai tout refait. Le code, il était plus clean. Donc, j'utilisais des types pour une fois. L'authentification elle était correctement faite avec Nexthot. La base de données elle était correctement faite avec Prisma et Neon de Pointec. ouais, Neon, donc, qui est une base de données dans le cloud. Ouais, exactement. Et ouais, lui, elle était correctement faite. L'UX aussi. Donc, pour une fois, j'avais un produit qui était utilisable et qui était viable, qu'on pouvait utiliser sans se soucier de problèmes par-ci par-là. Et ouais, j'ai ajouté quelques fonctionnalités histoire d'être un peu à l'égal avec d'autres compétiteurs parce que euh, le minimum, faut être à peu près égal avec d'autres personnes si tu veux te considérer comme étant une alternative à cette personne. Et ouais, j'ai lancé le produit. Il y avait aussi une croissance qui était exponentielle, donc j'étais à 2-3 nouveaux utilisateurs chaque jour à peu près. Alors, est-ce qu'il y a Et un free plan? Est-ce que les utilisateurs peuvent utiliser le produit sans payer? alors, pendant la première version, tout était gratuit. D'accord, Parce ok. que je, Donc, parce que j'avais besoin d'avis. Je pouvais pas juste hmm. développer une fonctionnalité juste comme ça et me dire que peut-être ça marchera. Je voulais que d'autres utilisateurs me donnent leur avis Ouais. sur la fonctionnalité avant de la créer. Et ça, c'est un Ouais, truc que tu es content d'avoir fait? Genre, ça t'a vraiment apporté des bonnes choses, etc. Est-ce que ouais, c'est un truc que largement. tu recommanderais? Ouais. Ouais, largement. Ouais, largement. Dès le premier jour, je parlais chaque jour à peu près avec les utilisateurs. Je leur Mhm. demandais quelles fonctionnalités devaient être faites, quelles fonctionnalités pouvaient être skip Mhm. et quelles fonctionnalités dont ils avaient besoin sur le moment. Ouais, à travers ça, bah, j'avais quelques avis, je savais à peu près la direction que je devais prendre. Ouais. Ça, c'est un truc Et hyper important pour ceux qui regardent. Il y en a ouais, beaucoup, tu sais, ils veulent développer des projets,
un jour, ils ont une super idée de génie, ils vont se dire, ah là, ça y est, je vais révolutionner le monde, je suis parti, je suis Elon Musk, et il met 6 mois à développer un projet, il rajoute C'est des un flop. fonctionnalités depuis sa tête, parce qu'il se dit, mais ils vont adorer, les gens, ils vont adorer, et puis, au moment où il confronte son idée au marché, personne n'est là, et personne n'en veut de son produit, et ça, c'est un truc qui est hyper important, que tu as très bien dit, c'est qu'il faut confronter le plus vite possible votre produit au marché pour écouter ce que les gens en pensent, récupérer du feedback. Vous pouvez le faire avec Feedback Loops, par exemple, et vous développez le projet dans une direction que les utilisateurs ont besoin. Parce que vous, pas parce que vous voulez, mais ce que les utilisateurs, ceux qui vont payer, veulent. Parce que vous, c'est pas vous qui allez payer le produit. Exactement, et surtout, bah, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les utilisateurs qui payaient, c'est eux qui donnaient les meilleurs feedbacks. Mm. Les utilisateurs gratuits, bah, ils donneront vraiment ils donneront jamais en fait des feedbacks qui sont honnêtes parce que vous leur avez donné le truc gratuitement, donc ils sont censés un peu te faire plaisir. Ce qui est très Très mauvaise. important, ça, ouais. Donc, ouais, à la fin, j'avais une V2 qui était complète, qui était complète avec de bonnes fonctionnalités, une bonne UI, une bonne UX. Tout était correct. Donc, je lançais ça. J'ai lancé en fait un lifetime deal et je suis allé dormir. Donc, j'ai fait un email à toute la liste d'emails que j'avais. Je suis allé dormir. Le lendemain, je me réveille. Je trouve qu'un gars a payé. Il m'a contacté sur LinkedIn. Il m'a dit, écoute, j'ai payé le truc. J'aime bien ce que tu fais. Donc, je vais commencer à utiliser cet outil. Et bah, le lendemain aussi, il y avait eu un paiement. Et ça a continué comme ça. Je pense qu'on a dû faire 400 balles, je pense. On avait dû faire 400 balles en quelques jours. Et bah, après, je me suis dit que bah, un live samedi, ça allait pas être viable. Du coup, j'ai ajouté un abonnement, un système d'abonnement qui fonctionnait pas quand je l'avais lancé parce que j'avais oublié une petite ligne de code sur le webhook. Donc, ça ne mettait pas à jour l'utilisateur sur la base de Ouais. données. Du coup, il avait toujours pas accès. Alors, Et ça, c'est un truc intéressant que tu dis, c'est que, ouais, effectivement, le one-time payment, il est pas viable parce que, à un moment donné, bah, il y aura plus de personnes pour payer. On peut vendre, on peut vendre, on peut vendre, on peut vendre, trouver des clients, mais à un moment donné, il faut toujours en trouver des nouveaux, des clients, alors qu'avec bah, le système par abonnement, une fois qu'on a un client, on peut le recycler et le faire payer tous les mois. Bah, pas nécessairement, parce que avec un système d'abonnement, bah, tu as une lifetime value. Donc, c'est l'argent total que l'utilisateur dépense sur ton SaaS. Donc, tu comptes chaque abonnement que l'utilisateur paye jusqu'à ce qu'il churn, donc jusqu'à ce qu'il se désabonne de ta plateforme. En fait, ce temps-là, bah, tout l'argent qui a été généré par cet utilisateur-là pendant ce temps, bah, ça peut être le prix de ton lifetime deal, du coup, le revenu va pas changer. Ça restera la même chose. C'est juste que tu récupères toute cette lifetime value dès le début en un seul paiement. Au lieu d'attendre chaque mois jusqu'à ce que l'utilisateur churn. Donc le revenu ne change pas. Très intéressant Que ce ça, soit, j'avais pas cette vision forcément. que ce soit un abonnement ou pas, ça restera le même truc. Donc le revenu ne va pas changer. Après, il y a certains produits qui demandent un one-time payment, par exemple des outils qui rapportent pas une valeur qui rapportent pas une très grande valeur, mais pour d'autres produits qui rapportent une grosse valeur, bah, un abonnement c'est un peu mieux. Donc c'est un peu mieux des deux côtés parce que bah, toi, de ton côté, tu auras des coûts, donc, et l'utilisateur lui aussi, bah, certains utilisateurs ne te font pas confiance parce qu'ils se disent si je paye une seule fois, qui me dit que l'outil va pas fermer demain. Parce que cet endroit, si lifetime deal, ça veut dire lifetime, ça veut dire le lifetime de ton SaaS, donc toute la durée de vie de ton SaaS. Si tu arrêtes ton SaaS, bah, c'est considéré comme un lifetime, donc techniquement, tu as t'as le droit de garder l'argent. Mais ouais, donc certains utilisateurs ne font pas confiance à ça. Ouais, je pense que c'est un peu mieux aussi d'équilibrer entre les deux. Tu peux commencer par un lifetime deal et ensuite passer vers des abonnements. Et alors, Ça peut être justement, mieux. toi, actuellement, t'as les deux. T'as le one-time payment et l'abonnement, de ce que j'ai compris, c'est ça actuellement? Oui, oui, Et alors, t'as exactement. le one-time payment qui est à combien? Il est à 85 balles pour l'instant. 85 balles. Et l'abonnement qui est sans engagement par mois, c'est ça? Ouais, on a trois abonnements en fait. On en Ok, a à 8, 12 et 24 balles par mois. d'accord. Alors, c'est plus de fonctionnalités à chaque fois, c'est ça? Ouais, exactement. Ok. C'est Et le adapté one... par exemple.
le premier paiement, le premier abonnement, il est fait pour les indie hackers. Le deuxième, il est fait pour les SaaS qui sont en cours de développement et en cours de croissance. Et le dernier, bah, il est fait pour les SaaS qui sont établis et qui ont besoin de plus de fonctionnalités. D'accord, ok. Et le one-time payment qui est à 85, c'est pour toutes les fonctionnalités? Non, il y a des fonctionnalités qui sont pas exemplaires, par exemple les intégrations avec d'autres outils, parce que ça risque de coûter dans le futur, donc j'ai enlevé ça. La fonctionnalité de collaboration avec d'autres équipes, ça aussi je l'ai pas dans le Lifetime Deal parce que je pense que dès que j'aurai la fonctionnalité de collaboration, ça pourrait m'ouvrir un autre pricing, donc un pricing par membre de ton Hmm. équipe. Ouais, j'ai enlevé ça du Lifetime Deal. Il y a aussi l'extension Chrome TagView qui n'est pas présente dans le Lifetime Deal. Je devrais revérifier parce que je suis pas sûr des pricing. Ouais, ouais. Mais ouais, certaines fonctionnalités qui sont pas dans le Lifetime Deal parce que je peux pas simplement tout donner comme ça. Le Lifetime Deal, c'est très dangereux à proposer. Donc, faut faire attention avec ça. Ouais. Parce que en plus, comme toi, tu crées du contenu sur Internet, le truc, c'est que si jamais tu perds en crédibilité parce que tu arrêtes ton produit alors que tu as fait payer plein de gens en one time, bah peut-être que la rumeur peut se propager, que sur de prochains SaaS, tu auras une moins bonne crédibilité, que les gens vont moins te faire confiance pour justement un paiement, ce qui peut être assez dommageable, quoi. Pour un seul paiement, ça en vaut pas la peine. Donc hyper intéressant. Donc là, tu as Feedback Loop qui tourne bien, que tu as développé avec Next.js cette fois-ci, si je comprends bien. Oui. Et tu développes un autre produit, Wake Up CTA. C'est après que tu le développes, si je suis bien. Ouais, alors ça, c'est une anecdote qui est très bizarre. Donc, en fait, c'était un projet freelance. Et le gars, bah, il crée une alternative à Feedback Loop. Donc, quand je l'ai rencontré la première fois, il est venu sur un de mes posts, il m'a dit, est-ce que tu fais Alors du freelancing? Ouais, j'ai pas bien compris. C'est quelqu'un qui vient te demander une mission, c'est ouais, ça? ouais, C'est quelqu'un exactement. qui te dit j'ai besoin de créer un outil et voilà, la suite arrive. Ouais. Et l'outil, c'était une alternative à Feedback Loop. Ben, on a un peu parlé. Et ce que j'ai vu, c'est que dans ces designs Figma, il y avait quoi? Il y avait un screen de mon app euh, qui était copié-collé. Il m'a dit, je veux que tu reproduises ça exactement. Je me suis dit, c'est pas grave, parce que je, je me suis dit, c'est pas grave, c'était pas vraiment important. Et dans tous les cas, je bossais sur une deuxième fonction, sur une deuxième version. Donc, ouais. Et ouais, par la suite, on a commencé un peu à travailler. Le gars, il était extrêmement chelou. C'était un type de gars qui avait beaucoup d'argent. Ça, il n'y avait pas de doute, mais qui était extrêmement égoïste. Donc, il a eu beaucoup de problèmes avec d'autres personnes. Donc, ouais, il était très controversé sur le réseau. Aujourd'hui, il a complètement disparu des réseaux sociaux. En fait, quand il présentait l'avancée sur son SaaS, qui était l'alternative à Feedback Loop, bah, il m'a dit, bah, écoute, je veux que tu bosses sur ce projet. Ce projet-là, c'était quoi? C'était une copie du SaaS de Marc Lowe, donc Pop-up, je pense. Il m'a dit, Ouais. refais-moi exactement ça. Je me suis dit, pas de problème, ok. Ouais, Donc est-ce que tu peux expliquer un peu les fonctionnalités justement qui sont ouais, assez simples de ouais, ce c'est SaaS? simple. Tu crées des messages sur l'app et les messages vont être affichés par ordre chronologique sur ton site. Ouais. Et du coup, dans ces messages, tu peux avoir des call to actions, des mots pour sensibiliser ton audience. Donc ouais, c'est ça, Ouais, c'est un peu comme des notifications de téléphone qui vont apparaître en ouais, bas à droite, enfin peu importe, et qui vont faire poup, poup, poup. Tu peux avoir exactement. des paiements Stripe surtout pour inciter un petit peu quoi à les payer. Exactement, tu peux les customiser comme tu veux. Donc, quand il me demande de créer ça, je le fais, j'ai presque fini le projet et ensuite il commence à me dire des trucs, il commence à me dire, ouais, t'es en train de copier mon SaaS. Mais il t'a payé déjà pour ce que t'as fait ou pas? Non, non, je lui ai dit, laisse le truc jusqu'à la fin, parce que Ah, je savais tu que, lui as dit paye à la fin toi en gros. ouais, exactement. Hmm. Je dis pas à la fin. Et il a commencé à me dire des trucs du genre, t'es en train de copier mon SaaS. Donc, le SaaS qu'il avait, c'était une copie de Feedback Loop. Je lui ai dit non, je suis en train de prendre l'inspiration d'un autre SaaS, donc, qui était un compétiteur. Et quand il n'arrive pas à comprendre que j'étais pas en train de le copier. Et du coup, à un moment donné, bah, je lui ai dit, écoute, on arrête ici, t'es bizarre. Il y avait plusieurs. En Mais il plus, était j'avais fou vu. le mec. En plus, j'avais commencé à voir d'autres personnes qui se plaignaient de lui. Et du coup, je lui ai dit, écoute, on arrête ici. Le projet, je le garde. Et tu continues comme tu veux. Ouais, du coup, il y a quelques semaines qui se passent et je me dis pourquoi pas rendre le projet public. Hmm. Donc, je l'ai mis gratuitement après et je l'ai lancé sur Product Hunt. Une journée qui était assez cool. Donc ouais, donc Et toi du coup tu gardes le produit que t'as développé pour le gars, tu lui donnes pas du ouais, tout. ouais parce qu'on n'avait aucun Tu... contrat initialement. Ah, Ouais c'est donc, ça. il y avait rien qui empêchait de le garder. Donc ça c'est un truc que t'as fait
c'est une erreur qu'on fait souvent au début dans la vie de freelance, c'est qu'on dit au client non t'inquiète, paye à la fin, on est un peu trop gentil et souvent bah, voilà, on apprend de nos erreurs, il faut absolument pas faire ça, toujours demander un acompte. C'est un peu, tu sais, comme tu disais, les utilisateurs qui payent ton SaaS, ils vont te donner de meilleurs feedbacks parce qu'ils sont Ouais, investis, tu vois, ils se sentent vraiment investis. Là, c'est un peu le même ouais, principe. Si le gars il paye pas au début, il va pas être investi, il va s'en foutre un petit peu en plus de peut-être pas te payer à la fin, il va pas te prendre au sérieux, il va pas te respecter. Donc il faut toujours demander un acompte, peu importe, 20, 50, 70%, ça dépend de chacun. ouais, Bon, ouais, bah là, du coup, il n'y a pas de contrat, donc tu récupères le produit, il n'y a pas de problème. ouais. Et Et par gentillesse, je lui dis, écoute, je te donne le code, fais ce que tu veux avec. Et moi, je garde une copie du code. Euh, ouais, juste histoire de pas complexifier les choses. Et bah, quelques semaines après, je me suis dit pourquoi pas rendre le truc public. Donc je finis le truc, je le mets sur Vercel et je le mets en public, je le donne à quelques personnes. Je me suis dit je vais le mettre totalement gratuitement et je vais utiliser le widget de Feedback Loop. Comme ça, dès qu'il y a du trafic sur Wake Up CTR, bah, il y a du trafic qui est redirigé aussi vers Feedback Loop. Donc c'est gagnant-gagnant. Et ouais, je lance sur Product Hunt, donc une journée qui était assez cool. alors, Donc, Product Hunt, rapidement pour ceux qui ne voient pas forcément ce que c'est en gros la plateforme ultime pour les solopreneurs, indie makers, où tous les jours, il y a le classement des meilleurs produits qui sortent. Et l'intérêt, c'est qu'il y a énormément de visibilité, même si ça tend un petit peu à descendre, il y a quand même beaucoup de visibilité sur la plateforme. Et ça permet de récupérer beaucoup d'utilisateurs et pourquoi pas du cash. exactement. Ouais, c'est un peu un système de compétition. Donc, ouais, on passe top 1 au milieu de la journée, mais il y en avait un qui était derrière nous et qui, je sais pas comment il a fait, mais à la dernière minute, il avait un spike de votes. Je pense qu'ils ont dû utiliser des robots, un truc du genre, parce que c'était pas naturel. Donc on est resté top 2 à la fin de la journée. Donc, Donc, alors, top 2 quand même, c'est un truc énorme, même si c'était pas forcément une journée hyper active, ça reste une super position. Donc, c'était un samedi quand même. ouais, pour ton second tool, Wake Up CTA, t'as eu combien de votes au final? Honnêtement, je pense que j'ai encore un screenshot, donc Ouais. si je l'ai encore, je l'envoie. Et Plus de 200, il me ouais, semble, hein, au moins. ouais, je pense plus de 200, ouais. Hmm. C'était une Parce, journée qui était pas très active encore. C'est un parce samedi, que donc pour donner un ordre d'idée, moi j'avais fait mon lancement, j'avais eu 60 votes, donc j'ai quand même pas mal de personnes qui me suivent, hein, j'étais quand même content. Et avec 60 votes, j'avais fini 15e, un truc comme ça. ouais, mais Donc t'as lancé un lundi, je pense. Donc oui, au milieu ou peut-être. exactement, donc Mais voilà, Producton, c'est vraiment un truc très très sérieux. Il y a une grosse compétitivité, beaucoup de gens qui envoient du vote avec des grosses communautés. Donc avoir plus de 200 votes, c'est quand même énorme. Est-ce que toi, tu aurais justement de la valeur à apporter là-dessus? Comment faire une aussi belle position que toi? Quel jour lancer? Quelle stratégie mettre en place? Tout ce que tu as fait en fait pour avoir une belle position. bah, initialement, on n'avait rien préparé en fait. On avait Ah, préparé le lancement, on avait planifié le lancement une semaine en avance. Donc on avait quelques personnes dans la waitlist, 20 personnes, 30 personnes, je pense. Et le jour du lancement, bah, j'ai fait le premier tweet. Ça va, il y avait un peu la communauté qui retweetait un truc comme ça, histoire de t'aider. J'ai envoyé plusieurs messages et les personnes aussi, elles les ont voté, etc. Et ouais, tout au long de la journée, bah, en fait, j'ai tout documenté sur Instagram, donc en vidéo cette fois. Tout a été documenté. Ouais, je pense que c'était juste l'effet de communauté qui a. C'était un effet boule de neige. Donc, sur ma communauté aussi, Discord, bah, il y a plusieurs personnes qui m'aidaient, etc. Donc, ouais, à la fin de la journée, bah, on s'était retrouvé en top 2. On était passé rapidement en top 1, mais comme je l'ai dit, il y avait les personnes derrière nous qui étaient un peu en train de. On a soupçonné qu'ils utilisaient des robots, mais bon, on ne pouvait pas en être sûr. donc ouais, toi, en fait, ce qui t'a vraiment aidé, on y revient, c'est d'avoir une communauté, des gens qui te suivent, d'avoir développé tes réseaux sociaux et en plus d'être sur Discord, etc., de partager tous les jours avec d'autres gens. En fait, de ne pas être seul, quoi, d'être entouré de plein de personnes. Ce qui fait que eux, les connaissances avec qui tu partages, quand ils vont sortir un outil, tu vas aller les supporter. Et toi, quand tu as sorti ton outil, ils sont venus te supporter. Donc ça, c'est la première chose, c'est ce que tu me dis. Mais moi, je pense qu'il y a aussi une deuxième raison, c'est que c'est un outil gratuit. Et ça a dû pas mal plaire aussi à la communauté. Parce que les outils gratuits, forcément, on n'a pas grand-chose à dire contre eux. Ils sont gratuits. Donc même si t'aimes pas, voilà, tu peux Ouais, l'utiliser. ouais, exactement. Donc, on avait eu un seul gars qui nous a critiqué, il nous a dit que c'était un peu une copie de Marclo. Hmm. Bon, on pouvait rien y faire, donc il y en aura toujours un qui va venir critiquer, donc c'est pas grave. Ouais,
c'était une journée qui était assez cool. C'était le premier lancement que je faisais sur Product Hunt. Donc, premier lancement en top 2, ça c'est bien. Donc, après ça, on est monté aux 100 utilisateurs sur Wake Up CTO. Donc, très rapidement. Et ouais, ces utilisateurs-là, bah, j'ai pris leur email, je les ai ajoutés à ma liste d'emails. Et ouais, c'était un effet cumulatif encore. Et ça, c'est pareil, encore un truc, t'as fait, moi je trouve que t'as fait un très beau coup là, parce que tu mets un produit qui est gratuit sur Product Hunt, et du coup qui plaît forcément plus à la communauté que s'il était payant, que si t'avais mis Feedback Loop directement. T'envoies donc toutes les personnes sur X et LinkedIn à l'attaque pour voter. En plus de ça, il prend des votes parce qu'il est gratuit, c'est un petit outil cool que tout le monde peut utiliser. Du coup, ça te crée beaucoup de visibilité autour de ce produit qui est gratuit, et tu t'en sers un peu finalement comme un lead magnet pour rediriger ces personnes-là vers ton Exactement. tool payant. Et ça, je trouve que c'est une super stratégie. Exactement. C'est la meilleure stratégie, je pense. Je pense que c'est la meilleure stratégie pour les développeurs parce qu'on aime créer, on aime innover, on aime créer des outils et les partager. Donc, je pense que si tu ne connais pas vraiment en marketing, tu crées un outil gratuit et tu le mets en public et tu rediriges le trafic vers ton produit payant. Et ouais, je pense que c'est une stratégie c'est de l'ingénierie comme marketing. Donc, si tu as les compétences pour créer des outils et les mettre en public, tu peux marketer un produit qui est payant. Mais alors là, tu arrives à un stade où tu es presque Superman. Tu as un social branding avec pas mal de gens qui te suivent. Donc tu peux proposer des produits, il y aura toujours des personnes pour te suivre. Tu peux développer n'importe quel projet. C'est quoi la suite? Qu'est-ce que tu nous prépares? Bah, il y a un autre SaaS qui est en cours de développement, donc je peux pas vraiment partager pour l'instant. Et un autre SaaS qui est en développement. Et ouais, pour l'instant, je suis pas vraiment actif sur X. J'ai un peu lâché cette semaine parce il y avait beaucoup de trucs autour du développement. Ouais, pareil pour LinkedIn. Mais je garde toujours, j'essaie d'être consistant chaque jour, posté sur la plateforme. Bah, la suite, c'est surtout de mettre en public le SaaS que je suis en train de créer pour l'instant. Mhm. Et ouais, continuer à grossir comme ça vers 17 ans. Je sais pas, je pense que je vais être en train de travailler sur le SaaS que je développe en ce moment. Donc, ouais, peut-être qu'il y aura d'autres projets. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de projet en tête parce que je suis déjà assez occupé avec ce que j'ai pour l'instant. Donc ouais. Mais je pense pas que je vais rester comme ça inactif. Je pense qu'il y aura des trucs. Peut-être j'aurai des idées j'aurai des idées qui vont arriver. J'ai un petit carnet d'idées Mhm. que je pourrais ressortir à chaque moment. Ouais, faut juste trouver le temps. Donc. Ça marche. Bah écoute, Mehdi, c'était vraiment cool. Merci Pareil. beaucoup pour tous ces partages. Je vous invite les gars à suivre ce qu'il fait sur X, LinkedIn, apparemment même Instagram. Il a aussi une newsletter où il y a plus de 600 personnes. Voilà, il y a plusieurs SaaS qui sont en cours, donc il y a pas mal de choses et je pense que tu vas pas t'arrêter. Là, tu es tellement bien parti que ça serait dommage de s'arrêter maintenant. Donc merci beaucoup pour tous ces partages et Bah, merci de puis m'avoir voilà. accueilli. Bah, Bah, merci à ciao! toi.